Au nord-est de Paris, le tramway nous entraîne jusqu'à l'hôpital Avicenne AP-HP, situé à Bobigny en Seine-Saint-Denis. C'est là, à quelques mètres de l'entrée principale, que se trouve le centre régional du psychotraumatisme Paris-Nord et plus particulièrement le service de psychopathologie du professeur Thierry Bobet. On y accompagne notamment des personnes ayant vécu des situations traumatiques dès leur plus jeune âge, des personnes réfugiées ou encore des victimes des attentats de novembre 2015. Car si environ 60% de la population vivra un événement traumatique, seulement 3 ou 4% développeraient un trouble de stress post-traumatique qu'il faudrait alors prendre en charge. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris présente Dans la seringue, au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font l'AP-HP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 4. Apaiser les esprits troublés par les traumas à l'hôpital Avicenne AP-HP. C'était le 11 avril. Ça fait 2 mois et quelques jours. J'étais sur une moto parce que je suis motarde. Je suis sortie de mon domicile pour aller chercher ma copine à son travail. Il y avait des bouchons. Sur l'autoroute, c'est la A86. Il y a une voiture, en fait, elle a doublé un camion par la droite. Moi, j'étais en parallèle avec le camion sur la voie gauche. Et le moment que j'étais en train d'avancer, dépasser, on va dire, le camion, sur ma voie, et ben là, je vois une voiture qui vient vers moi. C'est tout ce que je peux dire. Je vois cette voiture et dans ma tête, c'était accident, je vais mourir. J'étais au concert des Eagles Death Metal au Bataclan. Au cours de la soirée, des terroristes sont entrés dans la salle et ont commencé à tirer dans la foule. Et rapidement, en fait, il y a eu un gros mouvement de foule qui a fait que je me suis retrouvé projeté au sol. Je me voyais déjà mort, en fait. Ce qui peut faire traumatisme, à tout âge, c'est tout ce qui nous confronte brutalement à notre propre mort. Professeur Thierry Bobet, responsable du service de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, de psychiatrie générale et responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP. Tout d'un coup, on se voit mort, on n'est plus rien, ou on est une chose. Et ça, c'est quelque chose qui va être vécu à la fois par les personnes qui sont victimes d'attaques physiques, menacées de blessures graves ou de mort, tout type d'accidents graves, tout type de catastrophes, mais aussi par tout type d'atteinte sexuelle. Ce qu'on appelle parfois, de manière un peu euphémisée, les attouchements, c'est une violence sexuelle qui est pourvoyeuse de traumatisme tout autant que des événements spectaculaires. J'ai plus de souvenirs en fait. Peut-être j'ai fermé mes yeux parce que j'avais peur de voir en fait la scène ou je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être ça a duré 30 secondes ou 5 minutes, je peux pas savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que cette voiture, elle m'a percuté. J'étais prise en sandwich en fait entre le véhicule et le séparateur de route. Parce que c'était dans un tunnel. On a l'impression d'être là sans l'être et surtout le lien qu'on a avec notre corps. En tout cas pour moi, je l'ai plus vraiment ressenti, quoi. Le temps s'écoule très bizarrement parce que ce qui me semblait paraître 10 minutes, en fait, a dû se passer sur 2-3 minutes, quoi, même pas. Je sais pas, est-ce que j'ai un corps ou pas, parce que je sais pas. Au moment du traumatisme, au moment de ce choc, le plus souvent, il n'y a pas vraiment grand-chose dans la tête. Il y a plutôt un sentiment de vide, parfois de bizarrerie, d'étrangeté. En novembre 2015, lors des attentats, M. Ramos parvient à s'échapper du Bataclan par la sortie de secours. Dans la rue, il se rend compte qu'il est blessé au dos et à la jambe. Il est alors pris en charge par les pompiers qui le conduisent à l'hôpital où il sera opéré le lendemain matin. Madame Alaoui également est blessée suite à son accident. Après avoir attendu longtemps les secours sur le bas-côté de l'autoroute, elle est amenée aux urgences où sa double fracture au genou ne sera pas repérée.
Elle repart alors chez elle dans la nuit, malgré les douleurs. Dans les minutes et les heures qui suivent apparaissent souvent de l'angoisse, de la peur, de la panique. Une fois que je me retrouve après l'opération, que je me retrouve seul dans la chambre le soir, j'ai commencé à repenser un peu à tout ce qui venait de nous arriver, quoi. Je suis rentrée 3h du matin, j'ai même pas fermé l'œil. Les flashs de l'accident et tout, ça vient une fois sur mesure en fait. La scène, elle est là. Ça part pas en fait. Et le moindre bruit était source de panique, quoi. Donc je me souviens très bien d'un moment où j'entends une porte claquer. Tout de suite, je me suis demandé si c'était pas des terroristes qui revenaient pour finir le travail. Un stress aigu, il apparaît dans les premiers jours en général et il diminue dans le premier mois. Et dans les symptômes, vous avez des troubles du sommeil, un état d'hyperalerte, d'hypervigilance, comme si ça allait recommencer, de la peur, de l'angoisse, de l'évitement, de tout ce qui pourrait rappeler un peu ce qui s'est passé, des pensées intrusives ou des images intrusives sur l'événement que vous avez vécu, qui peuvent aller jusqu'à de véritables flashbacks. Et tout ça donne une souffrance psychique importante qu'on appelle dans le vocabulaire commun être en état de choc. À peu près le premier mois, en fait, j'étais limite en dépression. Toute la journée, je suis en train de penser à mon accident. Des fois, j'avais des crises, que je pleurais, je criais. Parce que je me sens que je suis incapable de rien faire, en fait. Et limite, comme je suis morte, mais je suis vivante. Dans le cas de psychotraumatisme collectif, comme c'est le cas lors des attentats, une cellule d'urgence médico-psychologique, ou CUMP, intervient généralement sur le vif dès la survenue de l'événement. Mise en place après les attentats du RERB à Paris en 1995, les CUMP sont présentes dans chaque département et permettent de prendre rapidement en charge toute personne victime de psychotraumatisme. En novembre 2015, la CUMP de la Seine-Saint-Denis, présente à l'hôpital Avicenne depuis 2004, a été appelée en renfort de la CUMP parisienne. Et M. Ramos a pu bénéficier de la présence d'un psychologue dès le lendemain pour l'aiguiller dans sa prise en charge. Tassia Noguera Aide-Mendes est psychologue, référente et coordinatrice de la CUMP 93. Le rôle vraiment de la CUMP, c'est l'immédiat et les post-immédiats. C'est-à-dire l'immédiat, c'est le jour même de l'événement. Une fois les secours sur place, ils vont évaluer un peu la situation et voir si c'est pertinent de déclencher la CUMP ou pas. Parce que nous avons une liste d'astreintes à la CUMP. Chaque jour, un binôme d'astreintes qui est composé d'un psychiatre et un psychologue, d'un psychiatre et un infirmier, volontaires qui ont été formés par la cellule d'urgence médico-psychologique. Et donc, mon rôle, c'est de faire la coordination justement de ces volontaires-là. Donc, ici, dans le coin, nous avons le chasuble. Bon, le chasuble, c'est les blouses, c'est ça ? C'est une espèce de gilet. Ah oui, un gilet sans manches où il y a marqué SAMU 93 CUMP. Voilà. Je vois aussi des valises, des mallettes là en dessous. Oui. Une mallette bleue, bien remplie. Bien remplie et bien lourde. Nous avons un moyen de transport qui c'est la voiture de SAMU. Je démonte la voiture et je viens sur place avec cette voiture-là. Et donc, nous viendrons en uniforme SAMU CUMP avec des mallettes. Ce sont des mallettes où dedans nous avons les notes d'information, les fiches patients pour prendre les contacts des impliqués. Donc aussi, nous avons un classeur bleu. Un classeur, voilà. Donc dans le classeur, il y a des fiches. C'est un dossier des soins, en fait. D'accord. Et donc, on coche toujours si la personne est d'accord pour être recontactée plus tard ou pas. Oui, d'accord pour être recontactée, oui ou non. Oui. Identité du patient, Oui. présence sur le lieu, proche impliqué, proche décédé, blessure physique, etc. Donc, et au dos de la feuille, nous pouvons faire un petit peu une observation clinique. Donc, on met le nom de l'intervenant ici. Voilà, la CUMP. Dans notre cas, c'est toujours la CUMP 93. Secrétariat. Salut Mileda. Là, sur la porte de votre bureau, il y a un panneau, il y a marqué bureau psychologue, psychologue CUMP 93 et Tassia Aide-Mendes. Voilà.
La prise en charge immédiate, elle a 3 principes, c'est l'accueil, l'orientation et la prévention. Quand on vient de vivre un événement de ce type, ce n'est pas le moment de poser trop de questions, ce n'est pas le moment de faire de la psychothérapie, parce que les gens n'en sont pas en demande, c'est trop tôt. On a envie de rentrer chez nous. On est là surtout pour donner des informations et des renseignements. Moi, ils m'ont parlé un peu de ce que j'avais vécu et de ce que ça pourrait déclencher chez moi, qu'ils étaient là pour m'aider et qu'il y aurait toujours une écoute pour nous. Alors, je vais vous montrer donc les notes d'information. Madame, monsieur, vous venez de traverser une expérience très difficile. De tels événements provoquent des bouleversements importants et parfois un choc émotionnel. Cela peut entraîner des conséquences immédiates, angoisse, peur, panique, agitation, état de stupeur, impression d'être comme dans un rêve, etc. C'est pourquoi les professionnels de la CUMP sont présents et à votre disposition sur les lieux de l'événement. S'entretenir avec eux favorise l'atténuation de ces symptômes. Et là, vous donnez en bas le numéro de la CUMP, un mail. Ainsi que tous les numéros des centres régionaux du psychotraumatisme et toutes les consultations psychotraumatisme en Île-de-France. Mais j'étais content d'avoir une écoute professionnelle à ce moment-là. Concrètement, physiquement, on voit bien qu'on est pris en charge et qu'on essaie de réparer mon corps. Mais c'est vrai que pour la tête, on peut se poser des questions sur savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir des séquelles, voilà, tout simplement. Et d'avoir des gens qui viennent nous parler très rapidement, ça m'a tout de suite rassuré et me dire que j'allais pas être lâché dans la nature sans aide, quoi. Une CUMP peut aussi décider de décaler sa venue 3 jours après l'événement si les personnes témoins ou victimes peuvent se réunir dans un même lieu. On parle alors d'IPPI pour intervention psychothérapeutique post-immédiate ou encore de débriefing psychologique. Les intervenants de la CUMP mettent alors en place un travail de groupe axé sur la verbalisation des émotions et ressentis. À partir des jours 3, on est beaucoup plus prêt à parler, même si c'est très difficile. Pendant les groupes, nous pouvons identifier certaines personnes qui, nous sommes sûrs, ont une probabilité de développer un état de stress post-traumatique. Alors on sait en même temps, dans ces interventions, que ce n'est que le début, qu'il y a une partie importante des personnes qu'on voit dans ces premiers jours qui va avoir besoin de soins prolongés. Et il faut, dans nos premières interventions, donner un cadre qui permette aux personnes de revenir en soins après. C'est ça l'essentiel. Pour moi, ça a été une suite logique, en fait. Je sortais de l'hôpital en me disant que fallait aussi continuer d'avoir des gens à qui parler à ce moment-là. Les troubles post-traumatiques s'accompagnent d'un sentiment de culpabilité, de honte, d'illégitimité. Après tout, on n'a pas été tué alors que d'autres l'ont été. Pourquoi on se plaindrait ? Je me voyais mal parler de ce que je pouvais ressentir aux personnes qui me sont le plus proches, parce que j'avais pas envie de les inquiéter. On est un lieu ouvert où ils peuvent parler de ces choses-là. Héloïse Marichaise, psychologue clinicienne dans le service du professeur Bobet. Où on va pas avoir peur de ce qu'ils vont nous dire, on va pouvoir entendre. Et on va pouvoir en effet être là avec eux, pour les accompagner, pour arriver à mettre en mots des choses qui sont pas possibles de mettre en mots normalement, ou très peu. Parce qu'en effet, c'est une violence telle que c'est extrêmement difficile. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un ensemble de symptômes survenus après l'exposition à un trauma et qui durent pendant une période de plus d'1 mois. Il y a 4 groupes de symptômes. Vous avez des symptômes d'hyperalerte, la personne est sur le qui-vive, comme si elle était devenue une sentinelle d'elle-même, elle surveille, comme si un trauma allait se reproduire à tout moment, elle sursaute, elle ne peut pas s'endormir, elle est irritable, elle ne peut pas se concentrer, etc. Je suis en fait sur les nerfs, mais depuis l'accident, je suis tout le temps énervée. C'est pas normal. Et j'ai vraiment une phobie de me trouver dans une voiture. J'ai peur d'avoir un accident. Et sur la route, quand je vois un motard qui passe, qui a un camion en fait sur la droite, un grand camion, et j'ai peur d'avoir un accident. Et je suis traumatisée en fait à cause de ça. J'ai envie de fermer mes yeux et pas voir le chemin en fait, le trajet. Pendant très longtemps, ça a été comme ça, quoi. Et
Chaque fois que j'arrive quelque part, fallait que je regarde partout où étaient les sorties de secours, tous les gens. Plus il y avait de monde et moins j'étais à l'aise. Ensuite, vous avez des symptômes d'évitement. Éviter tout ce qui pourrait ramener à la scène de l'attentat. Chez certains patients, ça va aller jusqu'à ne plus sortir de chez eux parce que tout leur rappelle l'attentat. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle les intrusions, les reviviscences, c'est-à-dire que certains aspects de la scène reviennent sans cesse dans la tête, mais surtout quand ils reviennent, ils produisent la même détresse qu'au moment où l'événement s'est produit. Et enfin, vous avez des symptômes cognitifs et émotionnels, c'est-à-dire qui touchent principalement les émotions, donc un vécu de honte, de tristesse, de pessimisme, de culpabilité, de colère, un sentiment de détachement des autres, un sentiment que plus rien n'a vraiment d'intérêt, etc. Et c'est l'ensemble de ces symptômes, quand ils durent plus d'un mois, qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Donc là, il y a des grands panneaux avec des photos qui sont exposées. On voit qu'il y a de stickers, de autocollants. Il y a un perroquet collé sur la porte jaune. Un toucan. C'est parce que c'est un service qui est aussi un service de pédopsychiatrie où on propose la prise en charge du psychotraumatisme pour les enfants et pour les adolescents. Le jeune âge ne protège pas du tout des traumatismes. On a tendance à se dire que l'enfant, parce qu'il est jeune, va oublier, ça ne va pas le marquer, etc. Et les données de la science montrent exactement l'inverse. Plus l'enfant est jeune, plus les conséquences sont susceptibles d'être lourdes. Et ça peut modifier complètement son développement. C'est pour ça qu'il y a vraiment une urgence à bien repérer les troubles post-traumatiques et à les soigner. Dans ma vie, en fait, j'étais victime, en fait, quand j'étais petite, d'un viol. Ça réveillait ça peut être possible. Quand est-ce qu'il faut consulter ? Je pense qu'il faut consulter à partir du moment où on se pose la question de est-ce que je vais bien ou pas. Si on a un doute, je pense que de pouvoir en parler avec quelqu'un, même si c'est que de faire un petit entretien téléphonique, permet de se rendre compte de oui, alors ça c'est une réaction normale vu ce qui m'est arrivé. Là par contre ça devient handicapant dans le quotidien et ça devient invalidant dans le quotidien. Et moi mon critère il serait là en fait. Il faut contacter donc les centres régionaux psychotrauma. Donc il y en a plusieurs en France dans les différentes régions. Et ça permet d'avoir au moins au téléphone un professionnel qui après peut nous orienter pour pouvoir recréer du lien finalement et du réseau autour de la personne, de ne pas rester isolé. Ma copine, en fait, a vu que je suis vraiment pas bien. Et c'est elle qui m'a dit, je pense que le mieux pour toi, c'est que tu peux voir un psychologue parce que ça va pas là. Et en fait, elle me dit que je ne reconnais pas. J'ai regardé sur Internet. Du coup, je me suis dit, bon, je vais envoyer un email, je veux expliquer un peu mon cas. Juste, je crois 2-3 jours après, ils ont pris contact avec moi. Il y a une spécificité à Avicenne par rapport au trauma aigu. J'ai commencé ma première séance, en fait, là-bas. Ce qui est différent par rapport à un psychologue lambda, c'est qu'on va avoir la symptomatologie psychotrauma en tête. On va essayer de revenir vraiment sur ce que la personne a ressenti sur le moment. Et ça, ce sont des techniques particulières. Un trauma d'il y a plusieurs années, moi j'estime que n'importe quel bon clinicien peut travailler dessus et qu'il n'y a pas de technique particulière. Une autre particularité, c'est notre ouverture sur la psychiatrie transculturelle et donc tout ce qui est les applications de ce qu'on sait sur le trauma aux populations réfugiées, aux mineurs non accompagnés, aux enfants qui sont rapatriés de la zone irako-syrienne, que certains ont appelé les enfants de djihadistes. On a cette culture du trauma et culture du transculturel qui permet d'avoir un dispositif assez complet. On est dans le bureau du chef des services. D'accord. Et donc c'est le bureau qui pilote tout. Il y a des sculptures, des figurines qui viennent un peu de tous les pays. On voit des danseuses hindoues. Comment ça se fait qu'il y a autant de marques de différents pays dans ce bureau ? Ce sont des cadeaux de patients en fait. Beaucoup de patients qui viennent de partout dans le monde et qui ont des parcours traumatiques, des vécus traumatiques, ramènent des objets de protection. Puis en même temps, ils veulent me protéger moi, protéger le lieu dans lequel ils sont soignés des terribles effets du traumatisme.
On peut mettre en place des suivis brefs et puis des suivis plus prolongés. Il peut y avoir besoin de consultations psychiatriques ou de prescription de médicaments. Il y a des consultations psychothérapiques. Ça peut être des thérapies familiales parce qu'on voit que le trauma d'un membre souvent vient bouleverser et parfois faire éclater les familles. Des thérapies de groupe, des groupes à médiation pour des personnes réfugiées qui ont vécu des traumatismes tellement graves qu'elles ne sont plus en état de parler ou de faire des récits. Et donc on passe par des activités qui passent par la création ou par l'artisanat. Et à partir des liens qui se nouent dans cet atelier, les langues vont pouvoir commencer à se délier et des thérapies vont être éventuellement possibles. Chaque thérapeute a ses propres outils. Dans le service, on a la chance d'avoir des personnes qui sont formées à l'hypnose, d'autres qui sont formées à l'EMDR, qui est donc une technique aussi pour pouvoir retravailler les événements traumatiques. Et ça peut être aussi donc, des techniques beaucoup plus cognitivo-comportementales, beaucoup plus concrètes, parce qu'il y a des patients, en effet, qui n'ont pas envie de faire plein de liens psychothérapiques comme ça entre des événements anciens et des trucs. Ils ont envie que dans le quotidien, ça aille mieux. Et donc, il y a aussi des techniques de cohérence cardiaque pour pouvoir apaiser le cœur quand on est angoissé. Ça va être aussi des petites techniques comme ça dans le quotidien de reprendre le dessus, finalement, et de reprendre le contrôle des choses. Le professeur Bobet, qui est mon psychiatre, me suggérait d'essayer d'autres choses. Et dernièrement, avec psychologue Madame Marie-Chaise à l'hôpital Avicenne, on a pu faire de l'EMDR. La consigne pour l'EMDR qu'on peut donner aux patients, c'est on est un pied dans le présent, un pied dans le passé. C'est vraiment cet entre-deux et on est comme dans un train. C'est-à-dire qu'on voit les choses défiler, on va travailler les choses du trauma, travailler les choses qui sont difficiles, mais vous n'y êtes pas vraiment et vous êtes avec moi en même temps qu'on le travaille. Et donc c'est vraiment cet aller-retour qui permet de rassurer le patient et de faire des liens. On parle d'un événement et je dois y réfléchir et suivre du regard ces doigts qu'elle déplace dans mon champ de vision. Quelques secondes de gauche à droite. Et donc on fait le point sur ce que je ressens et on recommence. Les effets de l'EMDR sont bien scientifiquement démontrés. L'intérêt, de mon point de vue, de ces méthodes est d'induire finalement un état de conscience légèrement modifié. Et de pouvoir déconstruire petit à petit avec ce mouvement bilatéral, donc des yeux, des souvenirs, de pouvoir faire que ce soit moins intense, de faire vraiment que ce soit moins douloureux. C'est vraiment ça l'objectif. Qui va permettre de faire la psychothérapie un peu différemment. Ça m'a aidé, oui, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment de parler avec elle qui m'aidait le plus, en fait. Déjà, moi, ça me fait du bien de discuter avec le médecin. Il essaie de donner confiance en moi et par rapport à mon expérience de mon enfance et par rapport à mon expérience de mon accident aujourd'hui. Je ne suis pas rien, je ne suis pas la coupable, je ne dois pas me vouloir. Et le problème, c'est que dernièrement, avec le début du procès, je me suis mis à dériver et ça a déclenché des nuits agitées, des cauchemars. Je pensais vraiment pas que ça allait avoir un tel impact sur moi. Et je savais plus trop si j'allais bien ou si j'allais mal, en fait. Et donc, j'ai suivi les conseils du professeur Bobet qui m'a prescrit un arrêt de maladie pendant 3 mois pour pouvoir voir régulièrement les psychologues. Les blessures liées au traumatisme, elles sont toujours susceptibles de se réactiver plus tard sous l'effet de différents événements. Un peu comme le deuil, on avance dans son travail de deuil, on pense que ça va, et puis un jour, 5 ans plus tard, il se passe un truc qui fait qu'on s'effondre à nouveau, mais on s'effondre moins fort et pour moins longtemps. Et le traumatisme, c'est un peu comme ça aussi. Il peut y avoir des symptômes qui réapparaissent un peu à distance, dont il faut s'occuper, donc on laisse toujours la porte ouverte. Je peux dire que je pense un petit peu moins de mon accident. Et je pense que ça va prendre un peu de temps, en fait, parce que c'est pas facile. Avec ces personnes qui vivent des choses effroyables, il faut avoir la perspective du temps long. Quand on les voit que, par exemple, aux urgences, c'est-à-dire au moment où ça vient d'arriver, ou à la CUMP, on se dit, mais c'est épouvantable, c'est insupportable. On se dit, moi, à leur place, je ne survivrai pas. Et en fait, quand on a un peu de recul avec les patients traumatisés, on sait que la plupart des gens survivent. Et survivent
parfois bien, malgré le côté effroyable de ce qui leur est arrivé. On sait que dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, la vie aura repris le dessus. On sait qu'il est possible de revivre. On peut guérir d'un psychotraumatisme. Guérir, c'est un mot fort. Je pense qu'on peut se soigner. Est-ce que ça veut dire qu'on va oublier ce qu'on a vécu ? Non. On ne peut pas retirer les traumatismes comme une écharde pour revenir à ce qu'on était avant que ça arrive. C'est-à-dire qu'on peut le déplacer, le regarder et le vivre dans une autre façon. Maintenant, quand j'arrive quelque part, ça devient un automatisme, quoi. Je prends mes repères un peu dans les lieux, je regarde où sont les sorties, mais la différence, c'est que dernièrement, j'ai l'impression d'aller quand même bien mieux, mais l'hypervigilance elle est toujours là, quoi. Au terme du traitement, vous allez rester vous-même, mais vous allez changer. Parce que quand on est gravement traumatisé, on doit se métamorphoser. Et ça, c'est tout un travail complexe. Dans votre bureau, Héloïse Marichès, il y a un tableau avec un arbre au feuillage bleu. C'est un cadeau d'une fille, d'une patiente en fait, et je pense que c'était symbolisé que sa mère allait mieux, voilà, qu'il pouvait y avoir des choses joyeuses et différentes. C'est elle qui l'a peint. Quand on soigne des patients traumatisés, contrairement à beaucoup d'autres maladies peut-être, le pire est derrière nous en fait. Et on se place dans une optique qui est ce qui est arrivé, et c'est indéniable. Les patients y ont laissé des plumes et ils ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais néanmoins, à partir de là, comment on peut faire pour que leur état émotionnel soit bon, soit acceptable et qu'ils puissent se reprojeter dans un avenir possible. Donc c'est un travail de construction qui est très positif. C'est comme si on accompagne des patients qui ont l'impression d'être morts, qui ont vécu des morts. C'est comme si on les accompagne vers la vie. Et de pouvoir les accompagner vers la vie, ça rend la vie encore plus intense, encore plus vivante. La prise en charge, elle était au top. Si je veux donner une note, je peux dire 10 sur 10. Ils m'ont donné des clés pour essayer de m'en sortir aussi. Donc je me sens plus fort, plus en confiance, même si j'ai toujours des doutes qui font que je suis toujours suivi. Je me sens plus apte à vivre ma vie. Retrouver le goût de la vie après un événement traumatisant. Accompagner les patients vers la résilience. Accepter, mais ne pas oublier. L'équipe du service de psychopathologie du professeur Thierry Bobet à l'hôpital Avicenne en a fait son socle, sa spécialité. N'oubliez pas que devant tout événement traumatisant, la présence de symptômes tels que des troubles du sommeil, un état d'hyperalerte, des pensées ou images intrusives sous forme de flash, de la peur, qui dure plus d'1 mois après le choc, peut être révélateur de troubles post-traumatiques. Il faut alors consulter pour retrouver un apaisement. Soyez particulièrement attentifs aux jeunes enfants qui ne peuvent pas facilement mettre les mots sur leur vécu. Et rendez-vous sur le site cn2r.fr qui recense l'ensemble des centres régionaux du psychotraumatisme proposant des consultations spécialisées pour les personnes victimes de psychotraumatisme. Dans cet épisode, vous venez d'entendre les patients Monsieur Ramos et Madame Alaoui, le professeur Thierry Bobet et les psychologues Héloïse Marichès et Tassia Noguera Aïd Mendes. Merci à elles, à eux et au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps. Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio Ose Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation Juliette Médevielle.